Suite des aventures de la Movie Star dans cette carrière sur Pro Cycling Manager 2020 avec cette équipe que j'avais un petit peu façonnée déjà à l'été 2020 pour être ici là sur une période de fin de mois de mars 2021. Ça va commencer avec des classiques et puis après on s'occupera du Tour du Pays Basque. Voilà. Donc on essaye de voir si on arrivera à satisfaire le sponsor qui demande un top 3 sur le Tour du Pays Basque. Ce sera aux environs de la 18e minute environ qu'on aura ça. Précédemment, on avait eu le Tour de Catalogne avec un profil intéressant. Regardez, avec ce contre-la-montre par équipe de l'étape 2 qui est toujours assez sympa à jouer. Hein, je ne vais pas m'en cacher. Il est très sympa à jouer. Et puis, il faut dire quand même que le Tour de Catalogne, par rapport au Tour du Pays Basque par exemple, ou alors à Paris-Nice et Tirreno avant, est une épreuve sur laquelle la start list est peut-être de belles factures, mais pour autant, ce n'est pas une épreuve aussi difficile à remporter. Hein. Donc c'est pour ça que ça s'était pas mal passé pour nous. En plus, on bénéficiait d'une fin de pic de forme de Enric Mas, donc c'était parfait. Soler, lui, était plutôt en mode trublion. Je pensais pas attendre grand chose pour lui et au final, il s'est bien comporté également. Et on aura ainsi un classement général Soler, Mas, donc très surprenant, mais Soler le gagne. Je crois pas que ce soit très significatif. Il faut pas s'enflammer. En fait, on est très très loin de dominer. Simplement, je vous dis, il y a eu une petite conjonction de facteurs qui ont fait que ça s'est bien passé. Non, ce qui est beaucoup plus sympa, c'était par exemple cette victoire à l'épisode précédent, toujours sur le GP E3, puisque à la suite d'un travail phénoménal des équipiers, et évidemment le premier d'entre eux sur cette course-là, c'était Oliveira, qui avait été d'une efficacité incroyable pour mettre sur orbite l'ami Garcia Cortina, dont l'objectif dans cette partie est évidemment de gratter des Flandriennes World Tour de préférence, et ça commençait plutôt pas mal de ce côté-là, puisque il s'octroie le GP de l'E3 pour arriver à ce qui est pour moi l'objectif principal de Cortina sur cette saison. Allez, on va dire le deuxième objectif principal, à égalité avec une victoire sur le Tour de France. Voilà, c'est moi qui les fixe, les objectifs pour les coureurs. J'aimerais gagner une étape avec lui sur le Tour de France qui suivra quelques mois plus tard, mais surtout je voudrais gagner Gont-Wevelgem parce que ses notes actuelles à Garcia Cortina ne me paraissent absolument pas nous permettre de viser un Tour des Flandres ou même, et encore plus, un Paris-Roubaix. Donc à partir de là, il faut plutôt se fixer des objectifs raisonnables. Donc voilà, vous l'avez compris, je vais tout faire pour placer mon sprinter Garcia Cortina dans les meilleures conditions. L'équipe est pas mauvaise au Tour, hein, puisque outre ce jeune Nowen belge Regen, on a le compatriote vétéran Jürgen Roelands. On a également les deux Suisses, Jacobs, qui est très intéressant. Jacobs, mine de rien, a une très jolie note en pavé. Après, ça va pas forcément s'exprimer de la meilleure des manières sur Gont-Wevelgem, mais c'est très intéressant pour la suite. Donc Nowen, Jacobs ont des profils un petit peu proches. Et puis évidemment, il y a Sylvain Dillier. Donc Sylvain Dillier est un très bon coureur. On se souvient qu'il avait fait une fois deuxième de Paris-Roubaix derrière Sagan. Est-ce que c'était un one-shot ou est-ce qu'on peut imaginer Dillier reproduire une performance exceptionnelle maintenant qu'il l'a fait une fois? Donc peut-être que ce sera lui le leader d'ailleurs sur Paris-Roubaix, hein, mais ça ce sera plutôt à l'épisode 10. Donc voilà, on gère évidemment les passages sur les secteurs difficiles, comme ici, premier passage au Kemmelberg, et il y en aura un deuxième, hein, juste après, à 40-45 bornes de l'arrivée. Et Pustelberger, je n'ai pas cité, mais là encore, c'était une recrue de choix pour essayer d'épauler un petit peu tout ça. Le pic de forme de ces coureurs-là sont tous prévus pour la période de Flandrienne, sans surprise. Et
et par contre, ils sont un petit peu décalés les uns les autres parce que ça m'arrange de faire en sorte que certains démarrent plutôt leur pic de forme et d'autres le terminent plus tard. J'irai aussi jusqu'à l'Amstel avec le même type de composition d'équipe. Hein. D'accord, donc ça c'est le retour, l'autre versant du Camelberg qu'on aborde là. C'est donc la dernière difficulté significative du jour. Et juste après, ce sera du plat avec ces fins de course dont on a l'habitude sur Gand Wevelgem, à savoir si on a la chance d'avoir plusieurs coureurs comme ça qui sont de qualité, essayez de choisir quelques roues à partir de 17, quelque chose de l'arrivée. Oui, mais voilà, ça peut aussi attaquer, la course peut aussi se décanter. Alors normalement, je n'y crois pas trop, hein. Je n'y crois pas trop, mais on sait jamais, il peut y avoir un groupe de 3-4 qui part, derrière ça roule pas trop parce que les équipes sont représentées à l'avant par exemple, et puis vous avez comme ça un coup gagnant. Donc il faut pas rater le coup gagnant éventuel, et sinon il faut s'assurer une présence dans les derniers kilomètres hein, pour pouvoir ensuite participer au sprint. Vous voyez, je lance quelques mèches, ça réagit, hein, y a rien à faire, mais c'est un petit peu volontaire d'envoyer Pöstelberger à l'instant, mais je peux le faire avec d'autres. C'est un peu volontaire, c'est pour essayer de contrôler quelque part les départs des uns et des autres, puisque si je pars, au moins après on a un petit temps de répit de 2-3 km pendant lequel ça se regroupe avant que ça contre-attaque, comme on le voit ici. On passe sous les 5, donc ça c'est plutôt bon signe parce que ça veut dire que on est dans les clous, il faut juste être vigilant à ce stade-là. Vous voyez, j'avais Dillier qui était en attaque ici, toujours la même stratégie. Tu fais attaquer quelqu'un, comme ça, l'IA va penser à te contrer et éventuellement derrière tu peux placer une contre-attaque. Regardez-moi ça, c'est ce qui va se produire avec Garcia Cortina qui lance le sprint d'un petit peu plus loin que les sprinters de type majeur, hein, les sprinters qu'on connaît comme Gaviria, Arnaud Desmar, etc. Viviani qui est chez De Koenig Quick-Step dans la partie, etc. Et ça va aller au bout. Donc, objectif pleinement réussi là pour Garcia Cortina. On a réussi à embrouiller l'IA et on prend ces courses-là, ce qui me permettra l'année suivante de décaler mon pic seulement au matin du Tour de Flandre pour Garcia Cortina, puisque désormais GPE3 et Gand Wevelgem, il les a déjà gagnés. Donc à partir de là, on est un peu plus serein et on peut plutôt viser, vous savez, la période Tour des Flandres jusqu'à l'Amstel. Peut être des courses qui peuvent convenir hein, à Garcia Cortina, donc qui lorgne désormais sur le Tour de France, hein, parce qu'on se doute bien que pour ce qui va suivre, ça va être très délicat. C'est pas pour autant qu'on va jeter l'éponge. Pour l'instant, on a une grosse réussite hein, au niveau des objectifs du sponsor, puisqu'on est à 8 sur 8. Il n'est pas dit que ça dure très longtemps, mais en tout cas 8 sur 8, c'est déjà un très bon point. Garcia Cortina marche sur l'eau, c'est vraiment ça. Vous savez bien, le mercredi qui précède le Tour des Flandres, donc 4 jours avant, on a ce Dwars door Vlaanderen, donc c'est en fait, à travers la Flandre, hein, voilà en français, avec un joli plateau, donc c'est toujours intéressant, un joli plateau. Oui, mais nous on aligne une équipe qui est quand même assez compétitive. Donc à partir de là, il y a quand même de l'espoir. J'ai le bonheur d'avoir gagné GPE3 Gand Wevelgem avec Garcia Cortina, donc on va voir si on pourrait pas jouer pour quelqu'un d'autre dans l'équipe. Ce quelqu'un d'autre pourrait être Pöstelberger, Dillier, que sais-je, même Oliveira, hein, sur un malentendu. En tout cas, j'ai pas d'idée préconçue à l'avance. Je me dis, on verra les circonstances de course, on verra qui a les bonnes formes du jour, vous les voyez en haut à gauche, qui est plutôt dans un bon jour, qui n'y est pas, et puis après on va tout simplement se contenter de voir de quelle façon est-ce que la course se décante avec, vous voyez, des passages. C'est intéressant ces courses-là, parce que vous allez avoir une réduction du groupe de tête, du groupe de favoris à mesure, c'est une course d'élimination par l'arrière. On a comme ça quelques équipes qui roulent, on aperçoit le team Jumbo-Visma aussi qui à un moment donné a imprimé un vrai rythme. Attention, passage dans le vieux Quarmont, on se positionne à l'avant parce que ce sont des endroits où on peut être très très sévèrement sanctionné si on a traîné un petit peu dans le creux du peloton, dans le milieu du peloton, pardon. Et
plutôt essayer de se positionner devant. Après, ouais, vous voyez, ça peut partir à tout moment, mais pour autant, on a les moyens de revenir. Ici, Stuyven avait probablement tenté son attaque un petit peu trop tôt, ce qui nous permet, voilà, de rouler dessus avec Pustelberger, Nowen notamment, et on est bien représenté à l'avant, très bien représenté sur cette course, puisque le groupe s'est réduit, il y a désormais un vrai écart avec les poursuivants, et on a encore les moyens de faire mal à ceux qui nous accompagnent. Alors ceux qui accompagnent, sans surprise, sont Van Aert, on a Van Mark, Stuyven, donc 3 très 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 gros bonnets, mais on a l'avantage du nombre. Et c'est vrai que cet avantage du nombre peut laisser espérer des choses sur ce à travers la Flandre, et on va comme ça essayer de voir si quelqu'un attaque. Vous voyez, là je suis en attente, et j'ai pris 3 roues en fait, ce qui me permet de pouvoir réagir éventuellement à n'importe quelle attaque, et c'est ça qui déterminera lequel de mes coureurs je dirais va tenter sa chance, surtout que regardez, on en a 2 qui sont éliminés ici, donc voilà, là c'est clarifié, Garcia Cortina éliminé, Oliveira éliminé, ce sera donc a priori Dillier qui va tenter sa chance dans un groupe, il est toujours entouré de Stuyven, de Van Aert et de Van Mark, donc on va devancer le sprint là aussi. Devancer le sprint, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien sur ces Flandriennes. Si on devance le sprint, on a une vraie chance. Si on attend que le mec lance, ouais, c'est très très délicat. Bon, en tout cas avec les coureurs, avec les types de coureurs avec lesquels je joue. Après c'est sûr, si vous avez Wout van Aert, vous pouvez peut-être vous permettre de lancer après, mais là c'est pas le cas. Et on passe à ce Tour des Flandres, donc 2021, dans cette carrière, avec toujours la même équipe, et l'équipe de Flandrien ne change pas, et on va là encore peut-être jouer pour Garcia Cortina, sauf si quelqu'un d'autre a une forme du jour très intéressante. Roulans, le pauvre, est en souffrance à l'épaule là depuis un bon moment, mais c'est la saison des classiques. Je ne veux pas me priver de Roulans, qui a quand même une vraie utilité dans l'équipe. On verra après ce qui est du renouvellement des uns et des autres, puisque je vais avoir pas mal d'argent à l'été 2021, puisqu'on avait réussi à signer des contrats assez modestes pour les très bons coureurs de cette équipe. Donc un socle déjà qui est plutôt payé avec de bons contrats, bien avantageux, et de ce fait de la marge salariale éventuellement, si on veut taper un grand coup pour, par exemple, c'est une idée comme ça, mais remplacer avantageusement Roulans, ce serait une piste. C'est quelque chose en tout cas qui peut être envisagé, et donc c'est sympa. Après au niveau de mes grimpeurs, j'en reparlerai, mais je pense que déjà avoir Mas, Soler et Higuita sur Pro Cycling Manager, il n'y a pas besoin d'aller ramener un très gros leader, sinon ça peut nuire à l'intérêt de la partie. On est ici, vous avez reconnu le mur de Grammont, voilà, on est un petit peu moins qu'une centaine de kilomètres de l'arrivée, et voilà, juste le positionnement aux avant-postes, c'est tout. On ne cherche pas à rouler davantage, de toute façon il y a des gens qui vont devoir recoller, ils recolleront, puisque la course ne se décante absolument pas sur ce type de jeu à ce moment-là, même si on est trop loin en fait, on est trop loin de l'arrivée pour que ça se fasse. Donc l'objectif c'est juste d'accompagner, attendre le bon moment pour en placer une, à condition qu'on en ait l'opportunité, ce qui n'est pas forcément le cas, en se faisant protéger quelques leaders pendant le plus longtemps possible, voilà, puisque les équipiers qui rentrent en protection vont naturellement consommer leur barre plus rapidement. On aperçoit ici quelques-uns qui cèdent dans ce... C'est quoi? C'est l'avant-dernier passage au vieux Quarmont. Celui-là est un petit peu difficile pour certains qui sont restés sur le carreau. On n'a plus que 3 coureurs à ce stade-là quasiment qui peuvent encore jouer un rôle dans cette course. Passage au Paterberg, donc l'avant-dernier là aussi. La prochaine fois ce sera pour la victoire, ou en tout cas pour le final, et on est pas mal placé. On a du bon Garcia Cortina, Dillier, Oliveira. J'ai même d'ailleurs profité là de ce moment d'atermoiement
pour que mes types qui étaient épuisés puissent rentrer, mais ça ne sera que de très très courte durée. Voilà, on fait attention. De Koenig Quickstep qui accélère. Est-ce que c'est pour Asgreen ou est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? En tout cas, Young Girls fait le boulot. À ce moment-là, attention, toujours surveiller ses départs. Ici, voilà, on avait une attaque de plusieurs favoris. Il faut arriver à s'accrocher. J'hésite souvent, moi, à utiliser l'attaque pour répliquer parce que je sais que on n'a pas plusieurs cartouches avec nos coureurs. Hein. On est quand même en position d'infériorité globale. Donc, ce qu'il faut arriver, c'est à suivre à des moments où eux se consomment davantage et garder le maximum d'énergie, comme on peut l'imaginer, pour le bon moment. Pustelberger toujours là, il s'est accroché, le bougre, et voilà, on est en approche discrète de l'enchaînement final Vieux-Coirmont-Paterberg, avec ce passage ici toujours dans le Kreuzberg. Voilà, donc ici c'est un moment très 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 important parce qu'il peut y avoir des attaques. C'est un endroit, j'ai déjà fait une fois une vidéo, regardez, sortie de Kreuzberg avec des attaques, et après ça se calme jusqu'au Vieux-Coirmont a priori, puisqu'il faudrait être un petit peu suicidaire pour se sacrifier à ce moment-là. Vous voyez par exemple, il y a un groupe de, notamment contenant Gilbert et Sagan, qui s'est fait distancer, donc on est plutôt bien placé, hein. On s'est pas fait piéger là où d'autres se sont fait piéger. Et on va aborder ce Vieux-Coirmont, donc avec déjà des favoris qui attaquent. Attention, attention. Et voilà, Dillier en protection sur Cortina, Oliveira dans la roue. Et là, regardez, l'accélération est sublime. Accélération sublime de Van Mark, Wout van Aert notamment. Voyez, c'est comme ça suit. Nassen a un petit peu pioché sur la toute fin. Et on a bien compris que on sera pas invité. On sera pas forcément invité pour la toute fin de cette course, puisque l'accélération est en fin de Vieux-Coirmont, c'est un endroit crucial, hein, aura été assez décisive. Aurais-je dû tout sacrifier pour attaquer avant, devancer pour s'accrocher? Je l'ignore. J'ai tendance à penser quand même que la fin du faux plat, hein, j'insiste, la fin du faux plat du Vieux-Coirmont, dernier passage, c'est l'endroit où il faut pas lâcher. Après, c'est fini l'histoire. Après, c'est terminé. Et donc voilà, c'est pas grave. Hein. Je l'avais un peu annoncé, on n'était pas réellement là pour gagner. On était surtout là pour essayer de faire le mieux possible. Déjà, on pourrait presque entrevoir une jolie place, ce qui serait une forme de victoire déjà. Arriver à accrocher une jolie place, ce serait pas mal. Stuyven est décroché. Devant, ça va s'expliquer entre Van Aert, Van Mark et c'est Lampard, hein, probablement, voilà. Avec Moscone, non, c'est pas ça. J'ai un vieux doute, j'ai joué il y a quelques temps. Et qui est-ce qui va s'imposer? C'est Van Aert qui va l'emporter, voilà. Victoire pour Wout van Aert. Du coup, pour le coup, on raisonne à l'actualité. C'était pas Lampard, c'était Young Girls, pardon. Et on raisonne très très bien par rapport à l'actualité du moment, puisque Van Aert marche sur l'eau depuis la reprise de saison. On notera aussi les excellentes places pour Oliveira et finalement pas si mauvaises pour Dillier. Hein. C'est pas si mal de faire comme ça 8 et 12. Et changement de décor total. Voilà, on laisse les classiques de côté. On reprendra le sujet à l'épisode 10 pour aller sur un tour du Pays Basque. Écoutez, intéressant. Il s'agit du profil 2020. Alors vous êtes surpris s'il n'y a pas eu de tour du Pays Basque en 2020. Mais en fait, si. Le voici. Ouais, c'était le parcours qui a été fait par des gens de la communauté, hein, et qui a été comme ça partagé, comme souvent, avec donc le parcours qui aurait dû avoir lieu pour le Tour du Pays Basque. Puisqu'au final, quand la saison s'est arrêtée, on n'était pas si loin du mois d'avril, hein, et donc c'est normal que beaucoup de choses soient déjà prévues. Tiens, je vous montrerai dans l'épisode Trek le Tour de Catalogne 2020 tel qu'il aurait dû être. Voilà, donc on a un joli plateau, c'est normal. Tour du Pays Basque sur Pro Cycling Manager, c'est un truc qui est toujours très très relevé, avec presque
tous les meilleurs coureurs en fait par étape. Vous avez vu, on a perdu très très rapidement, beaucoup trop rapidement. On a perdu Carlos Verona. Il y a d'autres chutes comme ça qui se sont produites dans cette étape, dans ce milieu d'étape. Donc déjà de la casse, déjà un coureur éliminé. Là où ça me chiffonne un petit peu pour Verona, c'est qu'il était évidemment planifié pour aller sur le Giro et je vais être obligé d'adapter un petit peu ma composition sur ce Giro qui suivra. Je vous en parlerai, mais ça reste quand même intéressant parce que on va avoir quand même de quoi faire, mais avec quand même c'est dommage. Je dois lancer le petit Hello Zegui à la place de Verona qui aurait quand même apporté un petit peu plus en montagne. Voilà, on est dans le final donc de l'étape et vous avez vu la suragressivité. Alors, ça va vraiment être le thème de ce Tour du Pays Basque là en année 2021 pour cette carrière avec Movistar. Ça va être petit 1, Bernal est encore plus mutanesque que ce qu'on connaît. Et Pogacar l'est également, mais chacun dans leur registre. Alors, vous voyez par exemple ici, ça m'a énormément impressionné parce que là vous avez Pogacar qui essaie à nouveau d'attaquer pour essayer de reprendre Bernal, mais en fait dans cette ascension finale, Bernal, donc qui avait attaqué avec Pogacar au sommet précédent, Bernal va tenir bon, waouh, mais c'est juste impressionnant, tenir bon, distancer tout le monde, il nous met une mine à tout le monde, c'est incroyable. Et bon, je vais essayer avec Enric Mas comme ça à la fin de sauver ce qui peut l'être pour aller chercher comme ça une deuxième place en espérant être crédité d'un temps favorable. Donc ce sera fait. Hein. On va quand même réussir à aller chercher la deuxième place, mais que c'est impressionnant. Que c'est impressionnant d'avoir un Egan Bernal à ce niveau-là. 84 en montagne, je pense que là... tout est dit, quoi. Hein. Le mec est impossible à aller chercher. Et voilà, donc je vous parlais de Verona, c'est vrai que c'est assez troublant. Donc voilà, on supprime le calendrier de course de Verona et on va surtout être obligé tout de suite de faire un réajustement, quoi, parce que Verona, en plus, allait aller sur de l'ardennaise. Il y a vraiment nécessité de tout de suite réagir et de trouver des solutions de remplacement. Pas évident, hein, parce qu'avec la question de la constitution des pics de forme, trouver des remplaçants à ce type de coureur dans mon équipe qui est quand même volontairement pas trop forte. Hein. Elle a quelques leaders sympas, mais elle n'est pas non plus blindée au niveau des équipiers. Bah tout de suite, ça fragilise un petit peu l'édifice, mais bon, à voir. Ça peut être intéressant. Après, sur cette étape-là, j'ai essayé, étape 2, j'ai essayé de faire s'échapper Marc Soler, puisque Marc Soler avait déjà un retard assez sympathique dans l'optique d'une échappée, à l'issue de l'étape 1. Et en fait, c'est assez marrant parce que je réessayerai aussi à d'autres moments de la course d'échapper Marc Soler, mais en fait, on ne veut pas me laisser sortir avec Soler. C'est assez impressionnant. Ça roule derrière comme si il y avait Egan Bernal qui avait cherché à sortir du peloton, quoi. Donc là, enfin, il a obtenu son droit à l'échapper, mais que ce fut délicat, que ce fut difficile. Bon, après, on est encore loin de l'arrivée. Hein. Il n'est pas dit que ça arrive au bout, mais je me suis dit, écoute, puisque t'as pas de mec sous pique, même si on a un objectif, hein, mais la répartition des objectifs est ce qu'elle est, et en l'occurrence, j'ai quand même préféré me donner des chances de peut-être bien figurer sur le Giro, plutôt que mettre un pic à l'un de mes 3 gars sur ce tour du Pays Basque. Peut-être que c'est une erreur. Toujours est-il que il y a les Ardennaises aussi en ligne de mire, hein, pour Higuita notamment. Du coup, Soler tient bon, mais oui, je me dis, écoute, si tu essaies d'attraper déjà au moins une victoire d'étape sur ce tour du Pays Basque, plus on verra si le top 3 est réalisable ou pas, quoi. Pour le moment c'est le cas, mais c'est bien trop tôt pour parler. Ce sera largement suffisant. Gagner semble déjà impossible, hein, rien qu'après l'étape 1, donc à partir de là, on essaie de se raccrocher à ce qu'on peut. Regardez-moi la forme exceptionnelle des équipiers
Voilà. Ici, c'était un équipier de Pogacar qui faisait une différence hallucinante. On aura dans le final aussi une cassure qui va me priver de Valverde. Pinot va-t-il rentrer ou pas? C'est la question. Et puis un petit mur pour terminer. Alors là, Bernal ou Pogacar, hein, parce que c'est assez impressionnant de voir que ces deux-là arrivent à éclipser tout le monde. Ils sont au-dessus. Alors là, il y a quand même une jolie tentative de Lutsenko. On aperçoit aussi Dylan Teuns qui essaie de s'accrocher dans la roue de Pogacar, même si les arbres nous cachent pas mal de choses. Simon Yates est présent. Regardez qui est-ce qui va cette fois-ci s'occuper de faire le boulot en solitaire et avec l'aide de personne ou presque. C'est Pogacar. Et qui est-ce qui vient puncher derrière? Et là, par contre, là, je râle un petit peu. C'est Bernal. Voilà. Je suis désolé, mais il faudrait trouver un moyen pour que sur ce type d'arrivée-là, on ait un tout petit peu plus notre chance, parce que là, c'était totalement impossible à jouer. Donc Pogacar qui ravit la deuxième place à Enric Mas, et donc on se retrouve. Allez, ça va, c'est encore acceptable. Il est sympa en fait ce Tour du Pays Basque parce que on a sur les 4 premières étapes des arrivées fort pentues quoi et sur lesquelles il y a pas mal de choses à jouer. Donc c'est assez excitant comme challenge. Il est très difficile. Honnêtement, je sais pas par quel bout le prendre. En plus, il se termine avec un contre-la-montre. Hein. L'étape 6, c'est un contre-la-montre. Donc, autant vous dire qu'avec mes coureurs, on a intérêt à essayer de grappiller du temps ici ou là, parce que c'est pas dans le contre-la-montre qu'on risque de tout rafler, surtout quand on connaît je dirais le déroulement des contre-la-montre dès lors qu'ils comportent une petite bosse, mais qu'ils sont globalement vallonnés. Sur Pro Cycling Manager, c'est tendu de résister aux grimpeurs. Il y a comme ça un truc qui les rend invincibles. Alors là, c'est une scène qui m'a beaucoup choqué. C'est pour ça que je vous l'ai montré et j'ai laissé. C'est Durbridge qui résiste totalement à Solaire qui cherche à sortir. Ne me parlez pas du -2 de Solaire, parce que ça le laisse quand même à 80 en montagne, avec une très correcte note en vallon également. Et pourtant, on a comme ça aussi pas de problème de qui est leader, qui est électron, puisque Solaire est électron dans son statut, donc on peut même pas dire que l'IA ne le laisse pas sortir parce qu'il est leader dans la stratégie. Non. Donc c'était la première phase, c'est pas fini. Donc on a Durbridge avec une note inférieure à 70 sur fort pourcentage en gros, hein, qui empêche Solaire de sortir. Regardez, c'est pas fini. Solaire avec un joli effort, Solaire qui va cette fois-ci se faire reprendre encore une fois par un no one, cette fois-ci de Bahrain McLaren, mais voilà. Mais ça, c'est les genres de séquences qui, quand elles arrivent après ce qui s'est passé à l'étape 2 par exemple, où vous avez quand même l'impression que le 84 de Pogacar en vallon il échappe un petit peu quoi. Et ouais, évolution de notes aléatoire en mode carrière également chez l'IA, et c'est vrai que ça peut cheater parfois certaines parties et frustrer le joueur. Donc après vous inquiétez pas, je vais m'en remettre, hein. Je suis pas au bord du suicide du tout, mais je trouve ça juste un petit peu dommage parce que ça nuit un peu à l'expérience de jeu quoi. Donc après vous allez me dire t'as qu'à l'éditer, hein. Non, j'édite pas les notes des coureurs dans les carrières. J'aime bien laisser faire les choses. C'est pour ça que je joue en potentiel aléatoire aussi, hein, donc on peut pas se plaindre de ce qu'on a voulu. Voilà, sujet refermé. On essaye un petit peu d'emporter la décision dans cette fin d'étape. Vous avez vu, Enric Mas et son accélération n'ont pas servi à grand chose. Higuita, lui, reste un petit peu plus à l'abri avant de tenter sa chance à son tour. Parce que j'ai de la chance, au moins, j'ai 2 cartes à jouer. J'ai Mas et Higuita à jouer pour le général.
Les deux ne sont séparés que de très peu de temps. Et donc, on essaye de mener une descente autant que faire se peut, tambour battant avec Higuita, mais la note de descente de Kwiatkowski a eu raison d'Higuita. Kwiatkowski est intouchable hein. Sur cette étape, il est vraiment très fort. Il devrait peut-être avoir son plus 5. C'est peut-être pour ça, parce que là, honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à faire. Après, sur ces petites séquences qui précèdent une montée violente, comment voulez-vous qu'on aille s'épuiser à maintenir du rythme ou à essayer de mettre de la pression? Là, il y a Wellens qui sort, on ne sait pas tellement ce que ça peut donner. Non, je choisis plutôt d'attendre le moment où les favoris vont accélérer, parce que ce moment va forcément arriver. Donc on a bien compris, il y a Pogačar à surveiller, on a également Bernal à surveiller de très très près. Arriverons-nous à rester dans la roue de l'un des deux? C'est toute la question, honnêtement, c'est pas évident. J'ai calé, vous voyez, Higuita dans la roue de Bernal. Il va se faire exploser. Et puis, pour ce qui est de Mas, en fait, un petit peu bloqué. La petite accélération, donc, je consommais ma barre un petit peu maladroitement, j'estime, n'aura pas servi à grand chose. Donc, rebelote, j'ai envie de dire. Bernal 1, Pogačar 2, et reste du monde 0, quoi. Voilà. Donc, à partir de là, la messe est dite, on n'est pas invité. Voilà. Bernal, Pogačar sont largement au-dessus. Après, Bernal est 3ème. À ce stade-là, 3ème, ça ne veut pas dire grand-chose, puisque c'est 3ème, mais avec un contrôle à montre défavorable sur l'étape 6. Donc, il faut voir déjà ce qu'on est capable de tirer de cette étape 4. Donc, pas arriver au sommet cette fois-ci, hein, mais en tout cas, intéressante. Petite côte, hein, en fait, il y a une petite côte à l'arrivée. Je vais choisir cette fois-ci d'échapper à Alejandro Valverde, puisque vous savez que c'est un peu le fil conducteur de cette partie. Si je peux arriver à lui sauver, à lui glaner quelques victoires par-ci par-là, je vais pas m'en priver, parce que c'est quand même Valverde, ça se respecte, malgré la chute de notes du coureur, puisque là, il est devenu quasiment un anonyme hein, avec ces notes-là, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on a quand même moyen, avec de bonnes formes du jour, comme c'est le cas là, puisqu'il est sous pic en ce moment, il y a quand même moyen d'aller chercher éventuellement des choses. Donc ça va être l'objectif du jour, c'est essayer d'aller prendre la victoire d'étape avec Valverde. Alors c'est vrai que le groupe à l'avant était assez remuant, notamment sur ces fameux sprints GPM. 3 petits points. Je ne laisserai pas aujourd'hui la parole à Christophe Furios. Vous voyez de quoi je parle. Non, c'est sympa parce qu'il y a une course qui est animée devant. Hein. Il y a quelques coureurs assez offensifs, notamment Tim Wellens, qui essaye du coup de planter la leur. Warren Barguil également de la partie. Vincenzo Nibali est là. Et donc, ça fait du sport, puisqu'il faut aller essayer de reprendre Benoît Cosnefroy pour, comme ça, voilà, s'accrocher. On a une avance qui se réduit à peau de chagrin vis-à-vis du peloton. Donc, est-ce que ce sera pour aujourd'hui Valverde ou pas c'est toute la question. Et regardez ici, on va se retrouver en tête-à-tête, intéressant tête-à-tête, Valverde-Barguil. Donc, à ce stade-là, ouais, il n'y a peut-être pas grand-chose à faire parce que finalement, c'est revenu. Dommage, hein. Dommage en tout cas parce que j'aurais bien aimé pouvoir proposer quelque chose à Valverde. Du coup, on va essayer de maintenir un peu de pression devant hein, et voir de quelle manière est-ce qu'on pourrait, puisque la victoire d'étape ne semble pas envisageable, au moins essayer de gagner du temps au général. Hein, ça pourrait être sympa. Higuita, Mas, et voyez là, c'est encore une fois une séquence extrême intéressante sur PCM, puisque je vais faire la descente. Alors évidemment, on va dire ouais, mais tu fais la descente avec un type qui a de mauvaises notes en descente, ou en tout cas des notes très moyennes. J'ai nommé Higuita. C'est vrai, mais c'est pas ça qu'il va falloir observer le plus attentivement. C'est surtout ce qui va se passer à partir du moment où on va réussir à provoquer une mini cassure. Ça y est, elle est provoquée. Vous voyez, on a réussi quand même, à force de harcèlement dans cette descente, à s'échapper très légèrement Higuita,
avec Lutsenko et Alaphilippe. Et là pour moi, là c'est le drame. Vous allez voir ce que je vais faire. Je vais être obligé de m'économiser un tout petit peu parce que je veux préparer mon sprint, arrêt sur image. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis derrière tout ça? On a 3 hommes qui peuvent jouer la victoire d'étape. Eh bien, personne ne roule. Au contraire, derrière, ça va tourner en faveur de Kwiatkowski sur le sprint massif. Mais donc, Alaphilippe a perdu totalement ses chances, parce que je pense qu'il l'a emporté face à Higuita et Lutsenko, parce qu'il s'arrête de rouler, alors que c'était peut-être le moment de lancer le sprint, et ça nous aurait permis de gagner peut-être quelques secondes, au moins la bonif pour la 3e place, ou quelque chose comme ça. Et non, une fois de plus, un comportement un peu étrange, quoi, qui me frustre légèrement. Bon, c'est comme ça, il faut les accepter. Donc autant pour moi, j'avais parlé d'un léger faux plat montant à l'arrivée de l'étape 4, c'est pas là, c'est à l'arrivée de l'étape 5. Et on va réitérer notre tentative. C'est pas maintenant, mais ça va arriver dans pas longtemps. Non, pourquoi? Ah bah très, très simplement parce que j'ai essayé de changer de stratégie. Je me suis dit, si tu pars de trop loin, de toute façon, sur ce tour du Pays Basque, c'est très nerveux. C'est rare dans cette config là que les échappés puissent aller au bout parce que finalement il y a toujours un enjeu, il y a toujours des équipes pour rouler. Donc est-ce que tu tenterais pas plutôt une attaque en cachant Valverde jusqu'au dernier moment? Est-ce que tu tenterais pas plutôt une attaque sur la dernière difficulté en profitant du fait que l'IA ne roulera peut-être pas si Valverde a beaucoup de retard, ce qui est le cas, et donc elle peut éventuellement laisser partir, à voir. Donc c'est ça un petit peu mon projet. C'est avec beaucoup de si et des c'est que de l'hypothétique, mais on va quand même tenter le coup. Regardez, je vais essayer de partir là, hop là, avec Valverde, oui, puisqu'on a en fait une échappée qui a 2 minutes d'avance, enfin un peu moins maintenant là, mais il y avait quand même une petite avance assez solide pour les 2 échappés, et c'est Rada, je crois, et Barguil, hein, quelque chose comme ça. Et on va essayer de les déposer sur place sur la contre-attaque pour terminer tout seul avec l'ami Valverde. Seul Warren Barguil va être en mesure de s'accrocher, et on se retrouve de nouveau avec les protagonistes de la veille, à savoir Valverde et Barguil, mais cette fois-ci ils sont en duel pour essayer. Regardez l'écart, il peut peut-être laisser envisager la victoire d'étape pour l'un des 2 hommes, cet écart là. Donc je vais essayer de planter Barguil parce que je vois qu'il a l'air d'être un petit peu en difficulté, mais Barguil ne s'avoue pas vaincu, décidément. Il nous joue des tours, Barguil. On va essayer d'en replanter une quelques kilomètres plus loin, en espérant que cette fois-ci la cinématique de fringale du coureur Barguil va être confirmée par les faits, à savoir qu'il ne sera pas en mesure de reprendre Alejandro, et ce sera le cas. Donc cette fois-ci, allez, il faut juste gérer l'effort jusqu'à la ligne d'arrivée, et on pourra pousser un ouf de soulagement et se satisfaire peut-être de cette victoire qui sera au moins acquise de haute lutte. Ça va, c'est fait. Victoire d'Alejandro Valverde sur cette étape 5 du Tour du Pays Basque, avec derrière tout le monde qui sprint. Voilà, et de nouveau un dénommé Pogačar avec une note d'accélération phénoménale qui va prendre la 2e place. Bon, voilà, on a compris, hein, c'est un petit peu l'histoire de ce Tour du Pays Basque. Bernal, Pogačar et Enric Mas pour le moment. Pourquoi pour le moment? Parce que même si on a eu cette victoire de Valverde, là, on va rentrer dans le moment le plus sérieux de ce Tour du Pays Basque, c'est ce contre-la-montre. 5 étapes précédentes qui étaient plutôt animées. Oh là là, un contre-la-montre un petit peu vallonné, voilà, c'est ce qu'on aperçoit là. Et quid de ce contre-la-montre final? Je vais le faire déjà en m'appliquant le plus possible avec Solaire, histoire de reconnaître le parcours. Donc vous voyez, j'appuie comme on connaît, hein, j'appuie en particulier dès lors que le pourcentage devient important, puisque Solaire avec sa note de montagne à 80 doit pouvoir figurer correctement et faire des petites différences sur ces secteurs-là. Voilà, on monte la barre d'effort. Et ensuite, on essaye de profiter
des faux plats descendants pour consommer moins d'énergie et terminer avec un tout petit peu, voilà, de barre jaune, histoire de s'adjuger une première place provisoire. Provisoire, je spoil, parce que évidemment, Solaire ne gagnera pas. Il va très très rapidement être supplanté par Dumoulin et consorts. Wout Poels aussi a fait un super contre-la-montre. Et après, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que Higuita et Mas peuvent quand même faire sur ce profil-là, sachant que Yates est en embuscade, sachant que Higuita a également derrière lui de très très forts rouleurs, et que notre troisième place virtuelle, elle est en énorme danger. Hein, on est au bord du précipice, et l'objectif sponsor sera bien délicat à garder sur ce coup-là. Et on va quand même appliquer toujours les principes. Hein, donc Higuita va terminer en essayant toujours d'optimiser cette barre jaune là. Mas, de la même façon, va essayer d'optimiser. Et est-ce que ça suffira ? Eh bien, on va le savoir dans pas longtemps. Pour Higuita, ça ne suffisait pas déjà. Et pour Mas, ça ne suffira pas non plus. Voilà, victoire finale sur ce contre-la-montre pour Tom Dumoulin, devant Primož Roglič et devant Simon Yates. On est mort de rire. Bref, voilà, j'ai plus rien à dire. 6ème place au général pour Mas, 7ème pour Higuita. Donc voilà, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent, mais ça n'altère pas le fait que au moins la course était quand même assez intéressante à jouer, avec beaucoup de rebondissements et beaucoup de difficultés aussi, donc c'est plutôt sympa aussi. Voilà, je vous dis à très bientôt. On parlera de totalement autre chose à l'épisode 10, avec toujours ce Giro en ligne de mire. Bye bye.